Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi en tout cas ça va super. J'ai été hyper surprise de vos réactions sur ma première vidéo parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que mon histoire pouvait résonner auprès d'autant de personnes. Donc pour ça je voulais sincèrement vous remercier. Pour contexte, juste pour que vous compreniez un petit peu si vous débarquez, j'ai passé 4 ans de ma vie au Maroc. Là, depuis le début d'année 2025, donc ça fait à peu près 2 mois et demi. J'ai déménagé actuellement, je vis à Dubaï. Et j'ai décidé de vous partager un petit peu mes expériences d'expatriation sur cette chaîne. Mais pas que, hein, je pense que je ferai certainement d'autres choses aussi. Du coup, j'ai commencé par une première story time où j'explique comment est-ce que je me suis retrouvée au Maroc pendant 4 ans. Donc si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir parce que ça te donnera un peu tout le contexte de mon histoire. Je vous avais demandé de me laisser des questions sous ma première vidéo, chose que vous avez fait d'ailleurs, merci beaucoup. J'avais aussi mis quelques sondages dans mes stories sur Instagram, sur TikTok, donc j'ai pas mal de questions. Je vais essayer de tout rassembler et de vous donner des réponses les plus claires possibles. Juste avant qu'on démarre, par contre, je veux vraiment souligner un point très important. Toutes les réponses que je vais vous donner, tout ce que je vous partage là maintenant sur cette chaîne, c'est mon expérience. Ça veut dire que c'est la vie de Mariem, le prisme de Mariem que je vous donne en fait. Il faut pas nécessairement prendre ça pour une vérité générale. Je vais peut-être aborder des sujets qui peuvent irriter certaines personnes et j'en ai totalement conscience. Quand on parle d'une expatriation, on peut pas parler que du positif. Il va y avoir du positif, du négatif. En 4 ans de vie, il se passe beaucoup de choses. Et moi, je prends aussi cette responsabilité-là d'être au moins transparente. Je peux pas m'asseoir et vous faire un descriptif d'un pays Eldorado. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de booker un billet et d'aller voir de vos propres yeux. Peu importe le pays où vous songez à vous installer, prenez un billet, réservez un Airbnb, réservez un hôtel et voyez de vous-même. Et maintenant, on démarre pour de vrai. Ok, une des premières questions, ça a été lié au travail. Donc, comment ça s'est passé pour moi de travailler au Maroc, l'expérience professionnelle dans son ensemble, qu'est-ce que j'en ai pensé? Les premiers temps, c'était pas facile parce que j'avais beaucoup de responsabilités, mais surtout, j'avais un scope qui était très large. Petit point de précision, mais je travaillais pas que pour le Maroc. Moi, je travaillais pour l'Afrique francophone et les îles des Caraïbes. Donc, ça veut dire que on va dire que le span de pays était très large. Et en fait, ça veut dire aussi que la charge de travail, elle est beaucoup plus importante parce que tu travailles avec beaucoup d'interlocuteurs. Travailler avec l'Afrique centrale, travailler avec le Maghreb, travailler avec les îles des Caraïbes, ça n'a rien à voir. À chaque fois, tu vas redécouvrir un nouveau process, une nouvelle façon de travailler. Et au départ, c'est déstabilisant. Moi, ça m'a déstabilisé au départ. Mais Dieu merci, j'ai été dans une équipe incroyable. Mais vraiment incroyable. Physiquement, j'étais basée au Maroc, c'est vrai. Mais j'ai travaillé avec, du coup, énormément de pays. Et ce que j'ai remarqué sur le fait de travailler en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, moi, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes dans les façons de travailler. Vous voyez? Et il peut y avoir un léger culture choc. Je vais pas vous mentir, il peut y avoir un petit choc au départ parce qu'on travaille pas de la même manière. En fait, si vous voulez, il y a un esprit qui est beaucoup plus familier, je trouve, dans le monde du travail en Afrique. Et soit tu kiffes, soit t'aimes pas. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un de base qui travaille vraiment de façon linéaire, t'aimes pas trop être chamboulé, t'aimes pas trop sortir un petit peu de ta routine, etc., je pense que si tu souhaites t'installer au Maroc ou si tu souhaites t'installer dans un autre pays africain, ça risque d'être un peu difficile pour toi. Parce qu'en fait, là-bas, les gens sont très familiers. Les gens sont hyper familiers, c'est hyper normal de parler de sa vie personnelle, c'est hyper normal de se taquiner, de faire des blagues. En fait, la frontière entre le perso et le pro, elle est fine. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que c'est à double tranchant. Soit tu tombes dans une équipe où ça se passe très bien, justement, ça devient limite ta famille. Moi, ça a été mon cas. Ou alors, tu tombes dans une équipe où malheureusement, c'est toxique. Et là, le fait qu'il y ait cette frontière fine entre pro et perso, ça peut te causer un peu de problème. Moi, j'ai eu différents sons de cloche. J'ai des potes à moi qui ont pas du tout aimé, justement, parce qu'ils se sont retrouvés dans des entreprises où il y avait trop de toxicité, où il y avait trop de médisance, trop de trucs un peu trop mesquins, etc. Mais moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Franchement, c'était génial. Et je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est que j'allais au travail sans nécessairement sentir que j'allais au travail. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'ai bossé en France. Et c'est vrai que j'étais... Enfin voilà, dès qu'il est 17h, 18h, moi je ferme mon PC, je rentre chez moi. Mais
Au Maroc, j'avais pas cette sensation-là. J'avais plus cette vibe un peu familiale. Quand je venais au bureau, on ramenait à manger, on prenait le thé. On avait nos femmes de ménage que j'adorais. Sincèrement, quand je suis partie, ça m'a fait un pincement de ouf au cœur, qui savaient que j'adorais le thé. Moi, le thé, vraiment, c'était ma vie. Ça veut dire que elle préparait à chaque fois le thé pour notre équipe. Et c'était des moments comme ça, moi, enfin, c'est des moments comme ça que j'ai tellement, mais tellement aimé. Et jusqu'aujourd'hui, quand je repense à mon expérience au Maroc, mais je pense qu'à ça, les petits gâteaux, le thé, les réunions du matin. En vérité, on dirait même pas que... En fait, t'as pas forcément cette sensation que tu viens au travail, que tu es dans le capitalisme, etc. Il y a beaucoup plus d'humains. Donc, dans l'ensemble, pour l'aspect professionnel au Maroc, je te dirais, si tu es quelqu'un qui aime justement l'aspect un peu plus convivial et un peu plus naturel, tu vas aimer, mais il faut tomber aussi sur la bonne entreprise. Il faut tomber dans un endroit où tu sais que les missions, elles vont t'intéresser. En fait, c'est un peu toi et ta chance, malheureusement. Mais la comparaison avec la France, c'est beaucoup plus familier. Et moi, personnellement, je kiffe. Je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Beaucoup, beaucoup plus authentique. Il y a de l'hypocrisie parfois, ça arrive, comme partout, mais les relations humaines, moi, je me suis tapé tellement de barres. Mais quand je vous dis, des fois, j'allais au travail, je rigolais, mais des vrais rires. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ton rapport au travail, il est même différent. Tu vas au travail avec une approche différente. Tu sais que tu vas arriver, tu vas être dans un bon mood. Et ça fait toute la différence. Et ça fait que tu performes. Ça fait que tu vois pas nécessairement les heures passer, que tu vas te donner encore plus à fond. Et du coup, que les autres opportunités suivent parce que moi, je suis catégorique. C'est clairement grâce à mon passage au Maroc et à ce que j'ai pu délivrer pendant ces 4 ans au Maroc que j'ai pu avoir mon opportunité ici à Dubaï. Les autres questions aussi qu'on m'a posées, c'est comment est-ce qu'on trouve du travail au Maroc? Est-ce que ça paye bien? Quel secteur recrute? Etc. Alors, comment trouver du travail au Maroc ou comment trouver du travail de manière générale? C'est un peu une question compliquée à répondre. Moi, je vous expliquais comment j'ai fait du coup, parce que je suis passée en interne. Et je dis toujours que c'est la voie royale. Pour moi, pour pouvoir s'expatrier, c'est toujours beaucoup plus simple d'être en interne. Et en toute transparence, les gars, je côtoie quand même beaucoup d'expatriés, on va dire, parce que je suis en itinérance depuis bientôt 5 ans. Quasiment tous les profils que j'ai côtoyés, il y en avait peut-être une ou deux personnes qui avaient réussi à avoir une opportunité de l'externe et qu'on a envoyé dans le pays. Mais la plupart du temps, les gens, ils étaient déjà dans la boîte. Ils étaient déjà en interne et ensuite, ils ont fait une mobilité. C'est la voie royale, c'est la voie la plus simple. Maintenant, pour ceux dont c'est pas possible parce qu'ils ne sont pas en interne, je vous dirais de postuler déjà. Enfin, c'est le truc classique, mais bon, faut quand même le faire, rechercher des offres et tout. Mais je vous dirais surtout d'essayer de contacter les gens parce que, comme je le disais un peu avant, travailler en Afrique, c'est un peu plus à la vibe, je trouve. C'est la discussion que tu vas avoir avec un tel, personne va se rappeler, on va parler du fait que tu es d'origine sénégalaise ou tu es d'origine so and so. Il y a beaucoup d'informels en fait. Donc ma recommandation, ce serait d'essayer d'approcher les gens ou d'essayer d'être mis en contact. Appelez ça du pistonnage comme vous le voulez, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, les opportunités, elles tombent pas facilement. Et une autre réalité aussi qu'il faut pas négliger, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de talents locaux. Là, je parle vraiment pas que du Maroc. Vraiment, je parle de l'Afrique de manière générale. Il y a beaucoup de talents locaux qui eux-mêmes cherchent très, très activement du travail. Un expatrié, ça coûte cher à une entreprise. Ça lui coûte de l'argent de vous envoyer, de vous payer parce que naturellement, vous allez demander à être payé beaucoup plus que la moyenne. Tout ça, c'est des frais. Donc, en vérité, si il y a un profil local qui est prêt à être embauché, qui est prêt à se donner et qui va certainement coûter peut-être la moitié de ce que vous demandez, pourquoi l'entreprise n'irait pas vers un profil local? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si ton but, c'est vraiment de t'expatrier, tu veux aller vivre au Maroc, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, déjà, il faut que ton profil, il stand out, il faut que ton profil, il se démarque et il faut que tu puisses approcher les décideurs. Par exemple, participer à des salons. Genre, ne négligez pas les salons. Et quand je dis salons, je parle pas des salons de l'emploi, je parle des salons où les entreprises sont exposantes. Je vous donne un exemple tout bête. Jitex Africa. Pourquoi personne ne pense à y aller? Et des salons comme ça, il y en a partout. Il y a des salons comme ça en France, il y en a justement en Afrique. Il y a plein de salons comme ça où vous pouvez approcher des décideurs, vous pouvez approcher des personnes qui ont cette capacité de créer un job pour vous.
Donc voilà. Et surtout, l'audace, le culot, contactez les gens, même si vous vous prenez des vues, des remis. Je l'ai dit dans ma première vidéo, je le redis. Moi, pour le job que j'ai eu au Maroc, il n'y avait pas d'offre, hein. Il n'y avait pas de fiche de poste pour laquelle j'ai postulé. J'ai contacté, j'ai écrit à des gens, ça s'est fait comme ça. Voilà, mon conseil surtout, c'est ça. Il y a beaucoup d'informels, donc on va dire, essayez d'en profiter. Voilà, essayez de profiter de l'informel. Un autre point, du coup, les salaires. Combien est-ce qu'on peut gagner au Maroc? Combien est-ce que ça paye d'être au Maroc? Et ainsi de suite. Je pense que vous pouvez déjà anticiper ma réponse, mais ça dépend. Ça dépend de ouf. Ça dépend de votre secteur d'activité. Un consultant dans un grand cabinet de conseil ne va pas toucher pareil qu'un chargé de com dans une agence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça dépend tellement de facteurs que je peux pas vous donner une fourchette exacte en vous disant, bah, si vous venez travailler au Maroc, vous allez gagner tant. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équivalent d'un SMIC en France, vous vivez déjà très bien au Maroc, hein. Faut se dire les choses. Le coût de la vie au Maroc est très bas. En tout cas, le coût de la vie à Casa est relativement bas. Je ne parle pas des locaux, bien évidemment. Je parle d'un point de vue purement français. La vie n'est pas chère. Voilà. Donc, ça veut dire que pour vous loger, vous n'allez pas nécessairement dépenser énormément d'argent pour manger. Alors là, encore moins. La nourriture, je pense que c'est le truc qui coûte le moins cher, limite. En fait, il faut que vous fassiez vos propres calculs. Regardez déjà dans quelle branche vous êtes. Pour vous donner quand même une estimation, entre un SMIC et 2000 euros, vous êtes déjà dans la fourchette haute. La plupart des gens ne touchent pas ce salaire, hein, entre 15 000 et 20 000 dirhams. Donc, je pense que ça fait à peu près entre 1400 et 1800 euros. Vous êtes déjà dans une fourchette haute. Donc, ça veut dire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait la vie d'aloca, qui dépense tous les 4 matins, vous pouvez très très bien vous en sortir avec ce type de salaire. Maintenant, tout dépend bien sûr de votre façon de vivre et de où est-ce que vous voulez habiter. Attention, faut pas croire que parce qu'on est en Afrique, les salaires sont mauvais. Parfois, vous serez choqués. Parfois, les enveloppes budgétaires, elles sont même beaucoup plus importantes en Afrique qu'en Europe. Ok, la question, est-ce que j'ai appris le darija? Et je vais répondre, chouïa. Machi bzef, walakin, hamdoullah. En vrai, malheureusement, j'ai pas appris couramment le darija. Mais, je me débrouille pour des petits trucs. Mais vous savez quoi? J'avais posté déjà des vidéos, parce que mes collègues, elles m'apprenaient à parler darija. Et j'avais posté quelques vidéos sur TikTok. Je vais vous les mettre comme ça, vous pourrez apprécier vous-même le niveau. أيوة. نشوف هذا اللي داخل زيت زيتون فوالا هذه شنو هي؟ ان بول 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 توجور سي جبنيه je connaissais pas هذا خوخي هذا خوخ خوخ فوالا هاكي خوخه ميرسي شكرا لا شكرا هادي كرا ديال الماء ايه صحباتي مع صحابي مع صحاب شويه ولكن انا بغيت بزاف لا ما فهمتش والو كلمات لا ما فهمتش كلمات ما فهمتش كلمات عربيه بزاف كنسلك راسي لا كنسلك راسي كنسلك راسي فوالا انا غندي واحد الرونديفو في طبيب 15 Est-ce que je me débrouille ou est-ce que j'ai encore des efforts à faire? Je sais pas, dites-moi. Autre question, est-ce que le Maroc c'est safe pour une femme? Alors, parler du Maroc dans son ensemble, c'est un peu compliqué parce que moi, du coup, j'habitais à Casablanca. Donc, je vais vous parler de Casablanca et Casa only. Est-ce que Casablanca, c'est safe pour une femme seule? Je te dirais que Casa, c'est pas la ville la plus sécurisée. Voilà, on va être honnête. C'est pas la ville la plus safe dans le sens où moi, j'ai jamais eu peur d'une agression physique. J'ai jamais eu peur de me faire frapper, d'avoir une agression physique. C'est pas vraiment ça que je craignais. Je craignais pas non plus qu'on me cambriole. Si vous voulez, à Casa, moi, j'avais pas peur en soi qu'il m'arrive quelque chose de grave. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité,
Déjà, il y a toujours des gens dans la rue. Il y a toujours des gens dans la rue. En tout cas, dans les quartiers dans lesquels j'habitais, il y avait toujours soit des RSS, donc les gardiens qui restent en bas de l'immeuble, soit il y a juste des gens qui sont posés, qui prennent le thé, ou des gens dans la rue. Donc, je me suis jamais sentie vraiment en panique. Par contre, il y a clairement un fléau sur les vols à l'arraché. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, et c'est même la population qui va te le dire. Quand tu montes dans un InDrive, quand tu montes dans un Carim, on va te dire genre range ton téléphone ou alors on monte le carreau, on monte la vitre. J'ai des potes à moi qui se sont malheureusement fait voler leur téléphone plus d'une fois dans une seule année, et ça va très très vite. Ça va très 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 vite. C'est surtout pour moi, ouais, la partie vol à l'arraché qui est un peu plus scary, et carrément quand j'ai ma famille qui venait me voir ou mes copines qui venaient me voir, en fait, moi, j'ai adopté certains réflexes, et ça me fait rire parce que du coup, mes potes ou ma famille, quand ils venaient, ils comprenaient pas. Mais je leur disais, quand tu marches, ne tiens pas ton téléphone comme ça du bout des doigts, surtout si tu es à côté de la route, tu vois. Si jamais on est en train de conduire, ne baisse pas ton carreau en ayant ton téléphone bien exposé dans la main. Pareil, pour le GPS, quand tu mets ton téléphone sur le port de téléphone, là, ne garde pas la vitre baissée, mets la climatisation, mais ferme ton carreau, parce qu'en fait, ou alors ouvre, mais tu laisses que ça d'ouvert, parce qu'en fait, ça va tellement vite, et je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pas un truc où je vous dis, je l'ai entendu, je l'ai vu en 4 ans, j'ai vu plein de fois des vols à l'arraché, et j'ai eu tellement d'histoires dans mon entourage de gens qui se sont fait arracher leur truc. Donc ça veut dire, je me sens pas nécessairement en danger, mais je sais que je dois être en alerte. Et même parfois dans la rue, quand vous utilisez votre téléphone dans la rue, quelqu'un peut venir vous voir et vous dire « Madame, rangez votre téléphone ». C'est pour vous dire que les gens sont habitués. Même les locaux eux-mêmes vous disent « Faites attention ». Donc ça veut dire, sur ça, clairement, oui, il y a un problème un petit peu d'insécurité. Deuxième chose où moi, c'est pas tant que je me sens en insécurité, mais c'est clairement de la misogynie, c'est le catcalling. Je sais pas comment on dit ça autrement, mais c'est le fait de se faire siffler dans la rue, par exemple. Franchement, je vous ai dit, je dis les termes. Moi, cette vidéo, elle a pour but d'informer, donc je vous donne l'information. Je vais pas enrober juste pour faire plaisir, et ceux qui me connaissent, ceux qui suivent mes plateformes savent l'amour que j'ai pour le Maroc. Je suis la première à en faire la promotion, à faire des super belles vidéos sur tous les voyages que j'ai pu en faire, à encourager les gens à y aller si jamais ça les tente. Mais il faut dire les choses, il y a quand même certains soucis. La misogynie, c'est un vrai problème. Et du coup, ouais, tu peux très régulièrement te faire alpaguer ou te faire siffler dans la rue, tu vois. Pour répondre à la question, moi, je dirais, je me suis pas sentie nécessairement en insécurité, j'avais pas peur quand je marchais dans la rue. Par contre, je devais vraiment être sur mes gardes par rapport à mes effets personnels, et je devais aussi faire abstraction de certaines altercations comme ça. J'en ai parlé plusieurs fois avec des potes à moi, et souvent ils me disaient, mais en fait, pour eux, ça part pas... Ça me fait rigoler, hein. Bon, en vrai, c'est pas drôle. Mais pour eux, ça part pas d'une intention nécessairement négative. Quand ils te sifflent ou quand ils te disent certaines phrases en darija, c'est pas nécessairement pour t'importuner. Il y a vraiment, sincèrement, des gars qui pensent qu'ils te draguent en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, pour eux, c'est de la drague. C'est vraiment une manière de te complimenter. Je l'ai pris comme ça et j'ai accepté la chose telle qu'elle était, et franchement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, il y a des villes qui sont réputées pour être très 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 sécures, comme Marrakech par exemple, où il y a carrément une police pour les touristes. Marrakech, franchement, tu peux marcher tranquillement. 9 times out of 10, vraiment, il va rien t'arriver. Tu réserves un riad et que ton riad, il se trouve dans des ruelles et des ruelles et des ruelles. Tu sors le soir dîner, le soir tu rentres, bon bah tu vas traverser toutes ces ruelles-là dans la nuit noire, mais il ne va rien t'arriver. Il ne va rien t'arriver. Et je mets vraiment Marrakech dans une box à part, parce que pour moi, Marrakech, vu que c'est touristique, c'est différent. Il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes... les mœurs ne sont pas forcément les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont l'habitude des touristes. Mais va à Dabralef ou va à Dar Sultan, tu vas porter ta mini-jupe et tu vas marcher, mais naturellement, les gens vont être choqués et tu vas entendre des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire, pour revenir sur l'aspect sécuritaire, je ne me suis pas sentie pas safe. Par contre, j'ai dû faire des ajustements. Pourquoi je suis restée 4 ans? Bah en fait, je l'ai déjà un peu décrit dans la première vidéo, mais moi, les 4 ans, je les ai pas vus passer. C'est un pays où il fait bon vivre. C'est très, très facile de rester longtemps au Maroc. Je vous jure que de toutes les personnes de mon entourage
qui s'y sont installés. À chaque fois, c'était ouais, on avait prévu de faire quelques mois, allez, 1 an maximum. Après, tu les retrouves, ils ont fait 5 ans comme toi, mais bref. En gros, je trouve que c'est un pays où il fait vraiment bon vivre. Tu vas retrouver une qualité de vie qui est drastiquement meilleure qu'en Europe, qu'en France en tout cas, je vais dire même Paris. Tu vas retrouver la chaleur humaine, l'authenticité, tu vas retrouver l'hospitalité, on va dire. Tu vas retrouver les paysages, donc tu peux voyager hyper facilement dans le pays. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est un truc qui est particulièrement beau dans ce pays, c'est que ils ont compris le pouvoir du tourisme. Ils ont compris la nécessité de développer des infrastructures touristiques. J'ai trouvé ça tellement inspirant. En fait, des fois, tu vas aller dans des endroits tellement reculés et tu te dis, mais comment la personne, elle a réussi à penser à ça? Comment la personne, elle a réussi à se dire, tiens, ici, je vais créer un complexe touristique, je vais créer un hôtel, je vais créer... et c'est tellement bien réalisé, c'est vraiment des coupures de ouf. Et je vous le dis, j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie. Vraiment, alhamdoulilah, j'ai pu faire plusieurs pays. Mais le Maroc, je trouve que c'est un des rares pays où, sur l'aspect touristique et sur l'aspect développement des infrastructures, mais ils sont clairement en avance. Et je trouve ça trop stylé. Donc ça veut dire que toi, quand tu vis là-bas, quand tu vis au Maroc, bah ouais, on est vendredi, ben je pars en week-end en fait. Je vais à Tanger, vas-y, pourquoi pas aller à Agadir, à Tarazout, pourquoi pas aller à Chefchaouen. En fait, tu peux vraiment te couper. Moi, ça, c'est un truc que j'ai surkiffé. Tu vas pouvoir aussi reconstituer ton quotidien très, très facilement. La salle de sport, les restos, tu vas pouvoir faire tes courses. Tu veux aller à Carrefour, tu vas à Carrefour. Tu veux aller au marché, tu as ton marché. En fait, il y a vraiment le Maroc de tout le monde. Si tu veux une vie très, très simple, tu vas retrouver une vie très, très simple au Maroc. Si tu veux une vie un peu plus fancy, tu vas clairement trouver ta vie fancy. Vraiment, tu vas la trouver. Si tu veux une vie soft life, tu vas la trouver. Et moi, je l'avais trouvée. Donc, vraiment, c'était trop bien. On m'a demandé aussi, c'est quoi les endroits que j'ai préférés, donc les villes que j'ai préférées, mes voyages préférés, on va dire. Je pense que j'ai quand même beaucoup aimé Akchour. Donc, j'avais fait un voyage Chefchaouen-Akchour. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais fait une randonnée. J'avais mangé un super bon tagine aussi. Enfin, en fait, l'espace était magnifique. J'essaierai de vous insérer des clips comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'avais aussi particulièrement aimé Bin El Ouidan. Donc ça, c'était plus dans un esprit retraite. Et c'était dans un hôtel. D'ailleurs, c'est pas du tout une collaboration. Mais j'avais adoré mon stay là-bas. C'était juste magnifique. C'était, il y avait quand même de la route. On était partis avec ma cousine et une autre copine. Il y avait quand même de la route et de la route de montagne. Attention, parce que c'est pas tous les conducteurs qui peuvent conduire sur ces types de routes. Je préfère vous dire. Mais c'était tellement magnifique, tellement reposant et tellement beau. Je peux pas ne pas le mettre dans mon top. Ensuite, Marrakech, naturellement. En fait, Marrakech, c'est toujours une bonne idée. Moi, je dis toujours ça. Marrakech, c'est toujours une bonne idée. Marrakech, t'as toujours des villas incroyables, t'as toujours des restos incroyables. Enfin, tu peux vraiment faire le Marrakech que tu veux. Mais le petit plus pour moi, c'était toujours d'associer Marrakech et Ouzoud. Donc, Ouzoud, gros coup de cœur. J'avais la chance d'avoir une amie qui avait une maison, en fait, à Ouzoud. Et donc, on pouvait faire régulièrement des week-ends là-bas. Et à chaque fois, les cascades, mais incroyables, en fait. Les cascades incroyables. Les tagines aussi incroyables. Les gens. Je me rappelle, j'avais même rencontré une Sénégalaise. Ozo, c'est bon, machallah. Ahsen, fin. Oui, Ozo, c'est magnifique, machallah. Je vais bien ici, machallah. Je suis tranquille, j'ai 2 boutiques, alhamdulillah. Je vais bien ici, comme d'habitude. D'où on vient te voir? Avec plaisir, avec plaisir. Si on vient ici, on demande Fatna, la boutique de Fatna. Je suis là, Sénégalais, nous m'envoyons là au Casablanca. Là au Casablanca. yaa ma gën a xam Mariam. Yal na yàlla jàppale leen yéen tamit seen site bi yal na ci yàlla teg loxo. Yal na seen jàmm yàgg. Man daal maa ngi fi pour yéen, macha allah. Yal na yàlla def jàmm. Amin, amin. Il y avait Asila aussi que j'ai beaucoup aimé. Merzouga qui est vraiment à l'autre bout. C'est, je crois, 10 heures de route. Le nord aussi, j'avais beaucoup aimé. Enfin, en fait, pour le Maroc, en termes de voyage, vraiment, vous ne serez pas déçus. Je connais pas une personne qui m'a dit qu'elle a pu faire des road trips dans le Maroc et qu'elle n'a pas aimé. C'est trop bien.
Genre, tu prends ta voiture, tu te retrouves dans un autre monde, limite. C'est vraiment trop, trop bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Autre question aussi sur quelle ville privilégier si tu veux t'installer au Maroc. En fait, je te dirais, ça dépend de 2 facteurs. Déjà, de toi, ce que tu aimes, et deuxièmement, ton secteur professionnel. Il y a Rabat, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus... bon, bah, c'est la capitale, naturellement, donc... il y a beaucoup d'institutions qui sont là-bas, donc si tu travailles dans l'institutionnel, ça ferait sens. Marrakech, c'est beaucoup plus axé sur le tourisme, donc si jamais tu es plutôt dans la partie hôtellerie, restauration, si tu veux lancer ton business, j'en sais rien moi, enfin quelque chose en tout cas qui est en lien avec le tourisme, bien évidemment que Marrakech, c'est the place to be pour toi. Par contre, si tu es plus dans le salariat, pour moi, ça fait beaucoup plus sens que tu sois à Casablanca en fait. Parce que la plupart des sièges d'entreprise sont à Casablanca. Les cabinets de conseil, que ce soit les multinationales, que ce soit même les grosses entreprises marocaines, les sièges sont à Casa. Je connaissais personne qui avait des bureaux basés à Tanger, par exemple. Bien que ça doit certainement exister, mais moi, je verrais plutôt ce découpage-là. Je verrais vraiment ce découpage-là. Et si tu es dans le salariat, Casablanca. Mais comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, Casa, je sais pas si c'est tout le monde qui peut habiter là-bas. Casa, c'est une ville qui est très speed. Pour te donner une petite image qui va peut-être te parler si jamais tu es déjà allé à Casa ou si tu as passé un peu de temps à Casa, les gens, ils aiment trop klaxonner. Pour moi, c'est vraiment représentatif du tempérament speed des Kazaouis. C'est-à-dire que quand tu es à Tanger, quand tu es dans les autres villes, mais t'entends pas trop de klaxons. Mais à partir du moment où tu remets les pieds à Casa, c'est vraiment une expérience sociale. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui veut vraiment du calme, je sais pas si Casa, c'est le meilleur endroit pour toi, en vérité. Et je vais terminer avec une question qui est revenue de manière globale sur toutes mes plateformes. La question du racisme. Est-ce que j'ai subi du racisme? Est-ce que ça a été compliqué pour moi d'être une femme noire au Maroc pendant ces 4 ans? Je sais que la réponse que je vais donner, dans tous les cas, elle ne va pas plaire parce que j'ai appris avec le temps qu'il y a des personnes qui pensent sincèrement que le racisme n'existe plus en 2025. Il y a vraiment des personnes qui sont persuadées que c'est impossible qu'une personne noire puisse subir du racisme de nos jours. C'est pas grave, on va quand même aborder le sujet et je vais quand même vous donner mon avis et j'espère que vous aurez la maturité de comprendre ce que je dis. Donc déjà, faut savoir un truc, moi ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise de devoir dire si oui ou non il y avait du racisme au Maroc ou pas. Pourquoi ? Parce que je veux pas que mon avis, que mon expérience, elle invalide l'expérience d'autres personnes. Je sais pas si vous me suivez. Mais en gros, moi, je suis arrivée dans un contexte privilégié. Faut dire les termes. Je suis arrivée dans un contexte où j'avais déjà un travail, j'avais déjà une situation, j'avais déjà un appartement. Et surtout, j'ai pu vivre et côtoyer des endroits où la plupart des personnes étaient éduquées. La plupart des personnes avaient certainement côtoyé de la diversité, de la mixité dans leur entourage. J'ai côtoyé des sphères qui étaient clairement privilégiées. Ça veut dire que moi, mon expérience, je ne peux pas l'appliquer à un étudiant qui vient juste de quitter, j'en sais rien moi, le Congo ou le Cameroun ou le Sénégal, qui vient juste d'arriver au Maroc et qui vit à la Gironde, par exemple. Je peux pas parler en son nom. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des faits de racisme, oui, il y en a au Maroc, malheureusement. Comme dans tous les pays, il y a des personnes ignorantes et comme dans tous les pays, il y a des personnes qui, malheureusement, ont cette haine en eux et ils ont besoin de la rejeter vers des gens. Je vais essayer de vous donner un peu les 2 visions, ma vision à moi et les échos que j'ai pu avoir. Pour ma part, j'estime ne pas avoir été victime d'un racisme frontal très violent. Par contre, j'ai eu certaines altercations qui m'ont choquée. Des altercations qui m'ont choquée, même si je peux entendre que le racisme n'était pas forcément volontaire. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Quand j'étais à Casablanca, je me déplaçais pas en voiture. Je ne prenais que des VTC. Donc soit des Carim, soit des InDrive, qui sont les 2 applications VTC. J'ai fini par comprendre qu'il y avait beaucoup de rivalité en fait avec les taxis rouges et même avec la police. Donc d'ailleurs, c'est même un warning que je vous fais. Si vous comptez utiliser ces applications-là, faites très attention parce que franchement, il y a des altercations qui sont parfois très très violentes entre taxi et InDrive. Enfin, je me suis même retrouvée une fois dans une bagarre entre un taxi et un InDrive. C'est pour vous dire à quel point c'est tendu. Donc, faites très attention quand vous utilisez ces applications. Et donc, parenthèse fermée, en ça, en fait, je prenais ça quotidiennement, que ce soit pour aller au travail ou pour vaquer à mes occupations. La combine que les chauffeurs ont trouvée, c'est de faire monter le passager à l'avant. Donc, pas le faire monter derrière comme un Uber classique. Et surtout, de faire comme si le passager, c'est en fait son ami.
C'est-à-dire que tu vas monter dans la voiture, il va dire non, monte devant. Et si jamais on se fait arrêter, si jamais quelqu'un nous pose une question, tu es mon ami, moi je m'appelle un tel, et ainsi de suite. Donc la plupart du temps, fine, ça allait, jusqu'à un moment où ça s'est détérioré, et où plusieurs fois, quand je voulais monter dans une voiture pour aller à un endroit, le chauffeur, quand il voyait que j'étais noire, il démarrait. Ou alors pire, j'arrive à la fenêtre et il me dit non, je prends pas d'Africain. I'm sorry, j'ai pas bien compris. Pas d'Africain. Et j'ai entendu ça aussi plusieurs fois, les Africains, pour parler des subsahariens, parce qu'ils font une légère distinction entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique as a whole. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que ces éléments de langage ou le fait de ne pas prendre une personne par rapport à sa couleur de peau, même si, ok, quand tu essayes de prendre le contexte général, c'est quoi? C'est pour éviter que les taxis ou que la police s'aperçoivent que tu es chauffeur InDrive ou que tu es chauffeur Carim, ça reste super violent. Ça reste super violent d'arriver et qu'on te dise non, je ne te prendrai pas parce que tu es noir. Donc ça, pour moi, c'était des expériences de racisme. Genre, mais encore une fois, genre, ça m'a pas déchiré le cœur. C'est peut-être triste à dire, mais moi, c'est des choses qui ne me surprennent pas. Quand j'étais en France, j'ai eu des altercations racistes, mais archi violentes. Et je voyage beaucoup. Ça m'arrive d'avoir des altercations racistes. Je suis partie en Turquie, j'ai eu du racisme. En fait, c'est triste à dire, mais dans notre société, être noir, bah, ça fait que tu peux avoir des sacrées rencontres. Je peux donner un autre exemple. Moi, je sentais aussi une espèce de différence de traitement, mais j'apparenterais plus ça à du classisme du coup. Donc, le fait que ta classe sociale va déterminer l'importance qu'on va t'accorder. Ça, par contre, je l'ai beaucoup ressenti, surtout que j'aimais bien aller dans des beaux restaurants, etc. Et en fonction de comment est-ce que tu vas parler, l'accent du coup français, j'allais avoir des expériences un peu différentes. Pour certains, ça va tomber dans le racisme. Pour certains, ça va tomber dans la discrimination. Pour d'autres, c'est rien. To each his own. Vraiment, prenez ce que vous voulez prendre de ces expériences. Ça a vraiment été mon expérience, mais j'ai beaucoup écouté ce que des personnes autour de moi ont pu vivre. Je me rappelle que je me faisais coiffer, je faisais des tresses du coup, chez une fille qui était étudiante au Maroc, qui était d'origine congolaise, et qui m'expliquait que elle avait eu de sales interactions, elle avait eu des insultes et tout. Et c'est vrai que moi, quand je l'entendais parler, je me disais, mais est-ce qu'on vit dans la même réalité? Mais en vérité, c'est ça. Ceci, c'est un message pour que vous puissiez comprendre les choses. Le Maroc, c'est pas un pays qui est exempté de racisme. Voilà. Donc, si vous venez ici, vous pouvez être confronté à ce genre de choses. Surtout si vous êtes dans des quartiers où malheureusement, il y a plus de précarité, parce que plus de précarité veut dire moins d'éducation, veut dire plus de confrontation comme ça. Si vous avez la chance de venir dans un contexte professionnel où financièrement vous serez bien, écoutez, vous aurez très très peu de chances d'être confronté à ce genre de choses. C'est ça que je veux dire. Plus t'as de sous, moins t'as de soucis. Et franchement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, il faut vraiment que vous fassiez votre propre opinion. Vraiment, il faut que vous fassiez votre propre opinion sur l'aspect social. Est-ce que vous vous sentez bien? Parce que je peux vous dire que si vous venez vous installer à Casa, que vous avez un super bon job, que vous vivez à Bouskoura, dans une petite communauté privée, qui va être raciste avec vous? Qui va mal se comporter avec vous? Je veux dire, les chances, elles sont beaucoup plus fines à partir du moment où socialement, vous êtes plus élevé. Et ce que je dis, c'est un fait de société. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Maroc en tant que pays. C'est un fait. C'est comme partout. À partir du moment où financièrement, tu es un peu mieux, tu as moins de soucis. Vous voyez? À part en France. En France, plus tu évolues socialement parlant, plus tu vas dans des quartiers aisés, plus tu es confronté à du racisme. Assez paradoxal. Je pense que j'ai à peu près fait le tour et la vidéo, elle est déjà bien longue. Donc en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Je clôture le chapitre sur le Maroc. Par contre, c'est vrai que je réfléchis à faire un espèce de condensé de tous ces 4 ans-là dans un format e-book où du coup, je vous partagerai surtout mes bons plans parce que c'est ce que je me suis attelée à faire en fait sur TikTok. C'était mon contenu de base, c'est ce qui m'a fait démarrer d'ailleurs sur TikTok, c'était partager tous mes bons plans au Maroc pour trouver des bijoux. D'ailleurs, cette bague, elle vient d'une Kissariat
à Casa pour trouver tous les bons restos, les bons spots, où bruncher, où dîner, les endroits à visiter, les endroits... Bref, en termes d'itinéraire, moi, c'est ma came et c'est ce que je kiffe faire. Donc, je me dis peut-être essayer de vous rassembler tout ça dans un e-book, plus d'autres conseils sur l'expatriation là-bas, un peu plus détaillés sur la partie salaire et tout. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Dites-moi sincèrement si ça vous intéresserait, que je commence à travailler dessus et du coup, vous le proposer d'ici quelques temps. Mais sinon, là, on va clairement démarrer un autre chapitre qui est ma vie à Dubaï parce que ça fait 2 mois et demi que j'y suis. Et donc, mes prochaines vidéos, on va commencer à parler de Dubaï. Je vais continuer les vidéos où je vous parle comme ça, mais je vais incorporer les vlogs parce que c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Et voilà, vous montrer un peu plus de ma vie aux Émirats. Et du coup, voilà. Donc, d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Moi, j'aime trop les gens bienveillants. Je suis morte. Il y a un gars qui m'a dit que mes anglicismes lui rappellent Jean-Claude Van Damme. Franchement, YouTube, c'est pas pour les faibles, hein. Il y a vraiment des commentaires de ouf.